Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. À la présentation, Blaise Chindani et Gambala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal dont voici les titres. Les travaux de plusieurs axes routiers du Grand Katanga piétinent. Constat amer du ministre des Infrastructures et Travaux Publics ce week-end lors d'une visite d'inspection sur ces routes. Raison pour laquelle John Banza insiste sur l'accélération des travaux de réfection de ces voies. Bruno Le Marquis encourage ceux qui assistent les déplacés à relever les retournés dans leur milieu. Selon les coordonnateurs humanitaires en RDC, il faut changer de paradigme. De l'assistance humanitaire dans ces sites au processus de relèvement de retourner dans leur milieu, a-t-il déclaré. En Ituri, la paix reste fragile et la crise sécuritaire continue de faire des victimes. Pour renforcer les initiatives locales, une nouvelle structure de dialogue permanent vient d'être créée. La semaine dernière, une délégation provinciale a séjourné à Kinshasa pour solliciter le soutien des autorités et des partenaires extérieurs. Pour en parler, nous recevons Michel Meta, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour. Les travaux sur les axes routiers Lubumbashi-Likasi, Likasi-Kolwezi, Likasi-Kambov et Likasi-Kolwezi piétinent. Constat amer du ministre des Infrastructures et Travaux Publics ce week-end lors d'une visite d'inspection sur ces routes. Raison pour laquelle John Banza insiste sur l'accélération des travaux de réfection de ces voies. Les explications avec Blaise Ndongaramayanda. Guidé par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué de ces routes, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a salué le passage progressif en 2x2 voies de la route Likasi, rendu possible grâce à la concession gérée par la société de péage au Congo. Au poste de péage de Likasi, John Banza a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement du système et la différenciation des tarifs. Lors de l'étape sur la route Likasi borne 32 qui mène jusqu'à Kolwezi et dont les travaux ont été lancés le 28 juillet dernier par les concessionnaires vastes et réseaux de services au Congo, le ministre a exprimé le souhait de voir les travaux s'exécuter rapidement et avec qualité requise. La concession accordée par le gouvernement de la République à la société de gestion des péages du Congo a permis le revêtement complet de cette route depuis 2017 ainsi que son élargissement en 2x2 voies en 2023. Le ministre John Banza a par ailleurs reçu des explications ainsi que d'autres informations techniques de la part du directeur général de la CGT, ingénieur Nico Nzaounzaou. Il convient de noter que la mise en concession est l'un des modèles de financement les plus sûrs pour les projets routiers à travers le monde. Interruption du trafic sur la nationale numéro 1 au niveau du territoire de Mbanza-Ngungu. Et ce sera ce dimanche pendant quelques heures. Et pour cause, les autorités coutumières de ce coin du Congo central veulent comprendre pourquoi tant d'accidents mortels à répétition sur cette voie. C'est pourquoi elles ont décidé de mener des cérémonies coutumières qui seront organisées ce dimanche dans certains endroits de cette route d'intérêt national, comme l'a souligné l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, Willy Mankumbani Ndombeli. Le point avec vous, Nana Plurish Mambo. D'après Willy Makumbani, administrateur des territoires de Mbanza-Ngungu, l'idée derrière l'organisation des cérémonies coutumières sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Mbanza-Ngungu n'est pas venue de lui. C'est plutôt une proposition de la notabilité des chefs coutumiers de Mbanza-Ngungu qui attribue une dimension spirituelle à la multiplication des accidents meurtriers entre les deux montagnes encerclant Mbanza-Ngungu. Dans un communiqué rendu public ce samedi, cette autorité territoriale indique que 3 mesures sont prises conformément aux exigences coutumières pour mener à bien cette cérémonie coutumière. C'est notamment la suspension des activités sonores dans toutes les églises situées à proximité de la route nationale de 14h à 16h. La circulation des motards, des véhicules et piétons sur la nationale numéro 1 sera suspendue à partir de l'entrée Melakinsende pour les véhicules en provenance de Kinshasa et au niveau de l'entrée de l'université Congo pour
en provenance de Matadi. Les tenanciers des bars, bistrots et autres établissements exerçant une activité sonore sont également dans l'obligation d'arrêter la musique et tout instrument sonore pendant ces temps précis. Ces cérémonies se tiendront notamment aux montagnes Kitemoko et Dilombele où les accidents meurtriers se produisent plusieurs fois. Cette décision a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Les autorités au niveau provincial qui ne semblent pas être convaincues sont en train de l'examiner avant de l'approuver, a affirmé Willy Makumbani, administrateur des territoires de Mbanzangungu. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi. Ce journal se poursuit dans la province de l'Ituri où bientôt la relance de l'exploitation industrielle de l'or à Mongwalou, cité située à environ 85 km de Bunia. Un projet porté par la société minière britannique Horizon Corporation en partenariat avec Mongwalou Gold Mining MGM. Annonce faite par le directeur général de cette société lors d'une rencontre avec les différentes couches sociales locales. Pour les députés provinciaux et élus de Djougou, Jean-Pierre Bekili-Sende, la reprise des activités représente une véritable opportunité de création d'emplois et de développement économique pour la province de l'Ituri. On l'écoute. Naturellement, il y aura la création d'emplois. Le DG de cette société nous a dit qu'il va utiliser la main-d'œuvre locale. Il va aussi utiliser les services des entrepreneurs locaux. Donc la sous-traitance, les techniciens. Sur le plan sécuritaire aussi, certainement, il y aura des retombées. Nous savons que nous sommes dans une région où la sécurité est très précaire. Il y a toujours la présence des groupes armés, des miliciens. Naturellement, si les activités commencent, ça peut aussi attirer ces miliciens et commencer à regagner une vie normale et commencer à travailler. Le long de la route Gabaret-Mongol, par exemple, il y aura le cantonnage. Nous serons tous ensemble sur la route, toutes les tribus confondues, et ça sera déjà un bon départ pour rapprocher les communautés les unes des autres. Le coordonnateur humanitaire en RDC encourage ceux qui assistent les déplacés à relever les retournés dans leur milieu. Il faut changer de logique de l'assistance humanitaire dans des sites au processus de relèvement des retournés dans leur milieu, a déclaré Bruno Lemarquis. Il s'est exprimé ce week-end à Saké dans le Nord Kivu, au moment où il visitait des actions et projets mis en œuvre par les communautés avec l'appui des organisations du système des Nations Unies. Saké est situé à 27 km à l'ouest de la ville de Goma, dans les territoires de Ici, la coopérative agro-pastorale Tungani entendait Unissons-nous, l'une d'elles qui encadre des centaines de femmes et jeunes filles a reçu la visite de Bruno Lemarquis. Cette coopérative exécute un projet d'autonomisation économique et cohésion sociale en faveur de ces femmes retournées vulnérables. Pour les coordonnateurs humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, de telles initiatives doivent être dupliquées dans d'autres provinces. On l'écoute au micro de Denise Loukesoma-Panda. C'est vraiment encourageant de voir qu'on est sorti d'une logique vraiment d'assistance humanitaire dans les sites. Il faut appuyer ces gens qui rentrent chez eux, surtout ces femmes et ces filles qui ont beaucoup souffert les dernières années. On sait que la situation n'est pas facile, mais au niveau de la population, c'est important toujours d'appuyer la population, ces citoyens et ces citoyennes congolais qui ont vraiment souffert ces dernières années, leur appuyer au retour dans leur processus de relèvement. Donc ce qu'on a vu ce matin, c'est vraiment encourageant et j'espère que ça pourra se multiplier dans de nombreuses zones du Congo où il y a beaucoup de déplacés. Et une fois que la situation devient un peu plus normale, les gens peuvent rentrer chez eux. Et les appuyer dans leurs efforts de se remettre sur pied, ce qu'on appelle la résilience aussi. Aider les gens à reprendre un peu d'activité économique pour qu'ils puissent de nouveau toucher un peu de revenus pour permettre à leurs familles, à leurs enfants, etc. de reprendre une vie normale. Donc c'est vraiment important de changer de paradigme, de changer de logique et d'aller vers une logique de relèvement. Et puis cette nouvelle en provenance de l'Ituri, 5 villages du groupement Tirokpa en territoire de Djougou sont désormais vidés de leurs habitants. Cela après une nouvelle incursion de miliciens de la Codeco. Selon des sources coutumières locales, les assaillants ont fait irruption peu avant la tombée de la nuit, tirant plusieurs coups de feu avant d'incendier des habitations. Ils ont également pillé divers biens, notamment des produits champêtres, de la volaille, des porcs, des chèvres ainsi que des habits. Les villages touchés sont Niapala, Lobi, Tsubam, Chaba et Chao. L'attaque s'est déroulée sans aucune intervention sécuritaire. La zone ne dispose ni des militaires, ni des FARDC, ni des policiers. L'information a été confirmée par la société civile locale qui n'a pas livré davantage de détails.
Autre nouvelle, l'opération identification et enregistrement des défenseurs des droits de l'homme œuvrant en RDC est en cours. Il a été officiellement lancé jeudi à Kinshasa par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Pour la première journée, plus de 40 défenseurs ont été enregistrés. Annoncée par la CNDH depuis la semaine dernière, cette opération est illimitée dans la durée et va s'étendre dans les prochains mois en province. Sa mission, formaliser et sécuriser le travail des défenseurs des droits de l'homme en mettant en place un répertoire permettant de bien les identifier, comme l'a souligné son président, Jeff Ngoï Molonda. La CNDH se conforme aux dispositions de la loi du 15 juin 2023 relative à la responsabilité et à la protection des défenseurs des droits de l'homme ainsi qu'à l'arrêté du 25 novembre 2024 du ministère des Droits humains. Selon Paul Nsapou, président de la CNDH, l'opération ne porte aucune atteinte à l'indépendance des DDH, mais apporte plutôt des garanties de protection nécessaires dans l'exercice de leur libre travail. Contrairement à ceux qui contestent cet enregistrement, plusieurs DDH rencontrés au siège de la commission affirment soutenir l'opération. En tant que défenseurs des droits humains, nous sommes très heureux, nous sommes un peu soulagés de cette activité qui vient de prendre le début aujourd'hui, dans le bon sens que les défenseurs des droits humains qui étaient menacés, tracassés et tués même seront bientôt protégés par la loi. Nous sommes en train d'appeler nos collègues défenseurs des droits humains de bien recevoir les messages et d'éviter toute péripétie qui peut être à l'encontre du projet. L'effectivité de cette opération est le résultat et une récompense d'un long combat des DDH attendu par la CNDH depuis 2 ans de la loi y afférente. Après les bureaux climatisés et salons UP, le camp de la République a choisi ce samedi la place publique pour poursuivre sa campagne en faveur du dialogue national. Au terrain à Sousa, dans la commune de Kassavoubou, devant une foule compacte, le coordonnateur de cette plateforme politique a réitéré son appel aux Congolais à se réunir autour d'une table afin de désamorcer la crise qui couvre dans la partie est du pays. Frédéric Kita estime que le dialogue demeure la seule voie pour sauver le pays de la balkanisation. Un reportage de Blaise Ndongala Mayanda. Sur les terrains à Sosa, artistes et musiciens, comédiens et autres ont été mobilisés pour assurer la réussite du meeting organisé par les camps de la République. Dans son allocution, le coordonnateur de ces regroupements politiques recommande aux Congolais de faire bloc afin de sortir les pays des complots ourdis par des forces étrangères. Frédéric Kita appelle ainsi les Congolais à prendre conscience pour faire échouer les plans de la balkanisation du pays. Nous sommes unis pour défendre pas seulement la République démocratique du Congo, mais et ses valeurs aussi. Ce qui se passe à l'Est est intolérable. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour coopérer avec cette population qui nous est très chère. Nous les avons appelés à prendre conscience parce que la République est en danger. Après les 24 communes, à faire toutes les provinces pour véhiculer ces messages de la paix et de l'amour. Donc nous devons prendre conscience parce que le pays court un risque de balkanisation. Selon lui, ces rassemblements marquent le début d'une grande tournée à travers la ville de Kinshasa, voire l'ensemble du pays, afin de véhiculer un message de paix, d'amour et d'éveil patriotique. Le message du camp de la République intervient quelques jours seulement après que le chef de l'État a placé la crise sécuritaire dans l'est du pays au cœur de son intervention à la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi a par ailleurs dénoncé un génocide silencieux qui depuis plus de 30 ans ensanglante son pays. Restons dans la capitale. Plusieurs jeunes se battent à la rivière Njili dans l'est de Kinshasa chaque jour pour gagner leur vie dans les carrières de sable. Cette activité est devenue une source de survie et un véritable travail d'entrepreneuriat. Une équipe de Radio Kapi est descendue sur place cette semaine et a constaté le courage et la détermination de ces jeunes âgés entre 18 à 30 ans. C'est un reportage signé J.R. Kabamba. Munis des pirogues, des bêches, des seaux en métal, ces jeunes travaillent dur pour extraire les sables. C'est le cas à la carrière par la fois, située à une dizaine de mètres de la route Sekoumaf. Selon Pascal Seba, les doyens de ces sites, cette activité existe depuis 2001. Malgré la pluie, les difficultés, nous travaillons dur du matin au soir. Notre activité consiste à extraire du sable pour les vendre. Cette carrière existe depuis 2001 et nous faisons face à beaucoup de difficultés. Rien que lors des récentes inondations, plus de 140 pirogues ont été emportées. Mais ce travail est risqué. En plus, il dénonce le manque de matériel et l'épuisement physique. Et pourtant, plusieurs camions bennes repartent chaque jour chargés de sable
4 heures l'homme le plus recherché du Sénégal. Madiambal Diane, ancien greffier devenu patron de presse, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice de son pays. Très critique contre les tuyaux Diomaye Faye et Sonko, avant leur arrivée au pouvoir, Madiambal Diane avait été interdit de sortir du territoire national et convoqué par la division des investigations criminelles pour une affaire de rétrocommission estimée à plus de 32 millions d'euros perçus entre 2020 et 2023. Malgré cette interdiction, les journalistes éditeurs de presse a débarqué en France via la Gambie, pays voisin du Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a sanctionné des responsables de la police et annonce l'ouverture d'une enquête interne. L'invité. En Ituri, la paix reste fragile et la crise sécuritaire continue de faire des victimes. Pour renforcer les initiatives locales, une nouvelle structure de dialogue permanent vient d'être créée. La semaine dernière, une délégation provinciale a séjourné à Kinshasa pour solliciter le soutien des autorités et des partenaires extérieurs. Objectif, donner plus de moyens au processus de paix. Michel Meta, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, en parle dans cet entretien avec Jean-Claude Lokidile. Michel Meta, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mission de plaidoyer sur le mécanisme de dialogue permanent en Ituri. Que peut-on comprendre d'abord de cette organisation? Étant donné qu'il y a eu des mécanismes qui existent en Ituri, mais qui sont faits pas pour la durée, mais juste pour le biais de la cause, et lorsqu'il n'y a pas de financement, ça s'arrête. C'est là où est née l'idée de ce mécanisme de dialogue permanent qui pourrait aborder les enjeux conflictuels en Ituri, mais surtout, il y a eu beaucoup d'engagements de paix signés par les parties prenantes qui souffrent d'application. C'est de là aussi est née aussi l'idée d'avoir ces mécanismes qui viennent répondre à ce besoin de suivi des engagements signés par les différentes parties prenantes pour le retour de la paix dans la province de l'Ituri. Votre équipe qui compose cette structure vient d'effectuer une mission à Kinshasa du 7 au 22 septembre 2025 où vous devriez échanger avec différentes personnalités, députés nationaux, sénateurs, corps diplomatiques, responsables du gouvernement, bref, que retenez de vos échanges à Kinshasa? Oui, nous avons amené ces plaidoyers au plus haut pour que ces autorités qui venaient de citer, elles soient saisies de ces mécanismes. Ça c'est un, les informer, de deux, et s'approprier de ces mécanismes comme un outil important pour la paix dans la province de l'Ituri. Au niveau de différentes représentations, au niveau de différentes autorités à Kinshasa, nous leur avons présenté les mécanismes, l'ossature des mécanismes et l'idée qui est ancrée dans ces mécanismes pour que nous ayons cette fois-ci un appui substantiel. D'abord un appui politique pour le mécanisme, pour que les autorités politico-administratives s'en approprient et donnent aussi le temps pour que ce mécanisme ait vraiment cet appui politique. Et deuxièmement, l'appui financier, parce qu'un mécanisme robuste comme celui-ci nécessite un appui financier conséquent, même si de la part des communautés peuvent avoir la volonté de cotiser, mais ça serait insignifiant. Il fallait que le gouvernement s'en approprie. L'initiative a besoin de soutenir sur le plan financier. Comment ont-ils accueilli votre demande, notamment en termes d'appui, en termes d'accompagnement? En tout cas, nous avons eu des échos positifs. Même avant notre retour, nous avons laissé dans tous ces salons diplomatiques le besoin exprimé par la population de l'Ituri. Ont été flattés par cet outil de paix dans la province de l'Ituri et qu'ils ont accepté de soutenir sur le plan politique, de soutenir sur le plan financier et de soutenir sur le plan technique à terme de formation. En quoi cette initiative peut-elle être une solution au retour d'une paix durable dans cette province de l'Ituri? Quelles sont les actions que vous allez mener concrètement sur le terrain pour que ce projet soit une réalité? Comptez-vous par exemple rencontrer les groupes armés parce que ce sont là les premiers acteurs? C'est très important, surtout même pour les groupes armés. Je pense que si vous voyez dans le territoire d'Irumu, les groupes armés qui sont nés dans les communautés, tellement qu'ils étaient sensibilisés, ils ont adhéré au processus de paix. Il y a un peu d'accalmie dans le territoire d'Irumu et c'est déjà un acquis. Même s'il y a des problèmes dans le territoire de Djougou, je pense que le mécanisme va s'inscrire dans cette dynamique-là pour toujours rapprocher les groupes armés, suivre les engagements qu'ils ont signés et tous les autres
actes d'engagement que vous avez cités, il y a des dialogues intracommunautaires qui ont été faits dans les communautés et tous ces engagements seront pris en compte, seront documentés pour leur suivi. Et je pense que ça, c'est vraiment un outil de taille. Michel Meta, je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier. C'est aussi la fin de cette grande édition du Journal du Matin, coordonnée par Jean Gandou Kabongo, supervisée par Lévin Mwinga Foubou et mise en onde par Billy Landry Betou. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur capi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la radio de la paix. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.